Les réacteurs nucléaires font partie des fondations qui permettent à notre société de tenir debout. Cependant, elles comportent toujours un risque d'emballement du cœur du réacteur. Cet emballement peut provoquer la production d'hydrogène par radiolyse de l'eau, et c'est cet hydrogène qui est notamment responsable de l'explosion qui a eu lieu à Tchernobyl et Fukushima. Si nous pouvions substituer l'eau des circuits de refroidissement par un autre fluide, nous pourrions alors concevoir des centrales beaucoup plus sûres. La solution ? Les sels fondus. Les premiers à s'intéresser à la technologie des réacteurs à sel fondu furent Ed Beatties et Ray Bryant du Oak Ridge National Laboratory. Durant les années 50, la technologie de la fission nucléaire est assez bien maîtrisée. Elle permet de nourrir l'armement, produire de l'électricité, mais aussi propulser des bateaux et des sous-marins. La propulsion nucléaire offre énormément d'avantages car elle permet une très grande autonomie sans avoir besoin d'air pour fonctionner. Cela permet à ces engins de parcourir de longues distances sans ravitaillement, les rendant indétectables dans le cas des sous-marins. Naturellement, l'idée de concevoir un bombardier militaire propulsé par un réacteur nucléaire est née à Oak Ridge. Il permettrait de surmonter les limitations de portée des avions à réaction de l'époque, tout en accordant des variations de puissance rapides. Les sels fondus, ne nécessitant pas d'eau pressurisée, pourraient permettre de réaliser ce rêve américain. Près d'un quart du budget du laboratoire y est consacré, et c'est ainsi que le 3 novembre 1954, le premier prototype ARE entre en opération. Cependant, ce dernier est arrêté 9 jours plus tard à cause de graves problèmes de corrosion. De plus, la question de la radioprotection de l'équipage n'a pas trouvé de solution, et le danger qu'un crash pourrait causer aux populations était trop grand. Après plusieurs concepts, le programme militaire est définitivement stoppé par le président Kennedy en 1961. Le laboratoire s'est alors concentré sur une version civile du réacteur à sel fondu, poussé par son directeur Alvin Weinberg. Entre 1966 et 1968, le Molten Salt Reactor Experiment, MSRE, fonctionne à pleine puissance 80% du temps et établit un record d'opération continue de 6 mois. Malheureusement, ces réacteurs étaient en compétition avec les réacteurs surgénérateurs qui obtiennent la faveur de la Commission de l'énergie atomique américaine dans les années 70. C'est finalement toute la filière nucléaire qui sera durement freinée par l'accident de Tchernobyl en 1986. Il faudra attendre la crise climatique, l'épuisement des ressources en uranium et le retard de l'arrivée de la fusion nucléaire dans les années 2000 pour remettre au goût du jour les réacteurs à sel fondu. Lors du Forum international Génération 4 de 2002, organisé par le département de l'énergie des États-Unis, les réacteurs à sel fondu ont été sélectionnés parmi une centaine de concepts comme l'un des 6 systèmes nucléaires envisageables pour l'horizon 2030. Dans l'épisode 0 de Réacteurs, nous avons étudié le fonctionnement des réacteurs à eau pressurisée conventionnels. Petit rappel rapide. Nos centrales nucléaires actuelles utilisent des barres d'uranium enrichies comme combustible. Les neutrons, émis par la réaction de fission, entraînent d'autres réactions en chaîne qui permettent d'entretenir la production de chaleur par le réacteur. Cette chaleur, qui peut atteindre plus de 300 degrés, est transmise à un circuit d'eau. Pour éviter que l'eau ne se vaporise au-delà des 100 degrés, ce qui augmenterait les contraintes de volume et diminuerait le coefficient de transfert thermique, celle-ci est pressurisée à plus de 150 fois la pression atmosphérique. Cette chaleur est transmise à un circuit secondaire qui est lui vaporisé et qui permet de faire tourner un alternateur.
La pressurisation du circuit primaire est une contrainte car elle nécessite le renfort des parois, augmentant les coûts et la masse du réacteur. De plus, cette eau peut former de l'hydrogène par radiolyse, élément hautement inflammable et responsable des explosions qui ont eu lieu à Tchernobyl et Fukushima. Les réacteurs à sel fondu fonctionnent différemment. Tout le circuit primaire est remplacé par des sels sous forme liquide comme, par exemple, le fluorure de lithium ou le fluorure de beryllium. Petite parenthèse. On les appelle sels car les liaisons entre atomes se font par liaison ionique et non covalente. Ce liquide a l'avantage d'avoir une température d'ébullition beaucoup plus élevée que l'eau, plus de 1000 degrés, permettant de faire fonctionner le réacteur à pression atmosphérique et d'augmenter la température de fonctionnement, améliorant le rendement sans perte de sûreté. De plus, le combustible peut être directement dissous dans le fluide, ce qui offre énormément d'avantages, dont on reparlera tout à l'heure. Les réacteurs à sel fondu peuvent être conçus comme des réacteurs soit neutrons thermiques, soit neutrons rapides. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons que au premier cas de figure. Les réacteurs à neutrons rapides feront l'objet d'un prochain épisode, alors n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne pas le louper. Revenons au principe de fonctionnement des réacteurs à sel fondu à neutrons thermiques. Il est composé d'une cuve dans laquelle se déroulent les réactions de fission. Une pompe fait circuler le liquide en continu entre la cuve et l'échangeur de chaleur. Un découplage neutronique est créé entre la cuve et le reste du circuit grâce à des réflecteurs et ou des absorbants afin de limiter les réactions de fission en dehors de la cuve. Sur son chemin, le liquide passe par une usine de traitement pyrochimique qui va isoler les déchets résultant de la fission. Le combustible étant sous forme liquide, les réactifs neufs peuvent être directement ajoutés dans le réacteur sans avoir besoin de l'arrêter. Certains produits de fission ne sont en revanche pas liquides à de telles températures. Ce n'est pas un problème. Le gaz qui va être émis peut être facilement extrait et traité au-dessus de la cuve. Certains concepts utilisent des barres de graphite dans le cœur afin de modérer la réaction. Nous avons à présent tous les composants pour le faire fonctionner. Ce design permet cependant d'ajouter de nouveaux systèmes de sécurité par rapport aux réacteurs à eau pressurisée. Un bouchon composé de sel gelé, maintenu grâce à une soufflerie, se trouve sous le réacteur. Dans l'hypothèse où toute l'alimentation électrique de la centrale venait à être coupée, ce bouchon disparaîtrait, conduisant le combustible vers un réservoir de vidange conçu pour évacuer la chaleur passivement et où la réaction en chaîne devient impossible. L'utilisation de sel fondu permet d'améliorer la sûreté des réacteurs. Il s'agit de l'avantage principal de cette technologie. En plus du système de sécurité avec le sel gelé qui a été expliqué précédemment, le réacteur est intrinsèquement plus sûr, et ce pour plusieurs raisons. En cas de fuite du circuit primaire, le réacteur ne va pas surchauffer car le liquide contient les réactifs. Une fuite va donc conduire à une réduction de la puissance, puis l'arrêt total de celui-ci. Plus important, en cas de perturbation sur la réaction en chaîne, le fluide va se dilater ou se contracter avec la chaleur, ce qui signifie que la distance entre les réactifs va augmenter ou diminuer, réduisant ou augmentant le taux de réaction. Ainsi, le sel va avoir tendance à rester à un point de fonctionnement où la réaction en chaîne est entretenue, mais ne permet pas d'emballement. Finalement, les sels de fluor sont chimiquement et mécaniquement stables malgré la forte température et la radioactivité intense. On peut facilement les retirer pour les garder en lieu sûr, ce qui évite quasiment toute dispersion de pollution, même en cas de rupture du confinement. L'absence d'eau permet de concevoir des designs plus simples et plus compacts, car ils fonctionnent à pression atmosphérique et ne nécessitent pas la conception de barres de combustible. Les températures atteignables par ces réacteurs sont plus élevées que ceux que nous autorisent nos centrales actuelles, ce qui nous permet de développer des réacteurs plus efficients. Le combustible fluide peut aussi être traité et rechargé durant le fonctionnement du réacteur, ce qui permet de l'opérer en continu. Autre avantage, ces concepts de réacteurs autorisent l'utilisation de sels et de combustibles alternatifs, comme le fameux thorium. Alors, cet élément présente de nombreux défauts et avantages qui fera l'objet de toute une vidéo dans l'avenir. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les réacteurs à sel fondu offrent beaucoup de liberté de conception. Cette flexibilité s'étend d'ailleurs à la conception générale du réacteur.
car cette technologie n'est pas incompatible avec le développement de réacteurs à neutrons rapides, les petits réacteurs modulaires, les SMR je rappelle, ou avec les sciures générateurs. Mais alors, pourquoi ces réacteurs, si avantageux, n'ont pas déjà vu le jour? Pour comprendre, il faut prendre en compte les défauts de cette technologie. Un réacteur à sel fondu doit faire face à une corrosion importante des parois, due à certains produits de fission tels que le tellure et le sélénium, qui se déposent sur les parois métalliques du circuit primaire et causent une fragilisation des joints. Ensuite, l'enceinte fait directement face au combustible, il faut donc lourdement protéger les parois des radiations. Actuellement, il est évalué qu'un réacteur à sel fondu ne peut fonctionner qu'une dizaine d'années à cause de l'usure des matériaux. Cependant, le développement des SMR permettrait de faire une sorte de roulement afin qu'une centrale puisse produire en continu en remplaçant ses cœurs lorsque ceux-ci arrivent en fin de vie. Il y a toujours un risque de prolifération lié à la difficulté de tracer la production des matériaux utilisables pour les armes atomiques. La recherche sur les produits des réacteurs à sel fondu peut permettre de réduire cette incertitude. La chimie du sel est aussi un verrou technologique majeur qui devra être levé. Des recherches sont menées afin de corriger les problèmes de solubilité, les risques de précipitation et les risques chimiques de manière générale. Enfin, nous devons admettre qu'il s'agit d'un concept peu mature en comparaison à d'autres technologies. Il faut développer des procédures d'exploitation, de maintenance, de gestion et de radioprotection, sans parler des nombreuses technologies transverses. Les réacteurs à sel fondu offrent des perspectives prometteuses pour l'avenir de la fission nucléaire. Ils pourraient non seulement améliorer la sûreté des centrales, mais aussi permettre l'utilisation de nouveaux combustibles là où les réserves en uranium deviennent de moins en moins certaines. Cependant, il reste encore beaucoup à parcourir avant qu'un démonstrateur voie le jour. La route est encore longue, mais croise le chemin d'autres concepts de réacteurs à fission nucléaire. Changer le fluide du circuit primaire n'est pas notre seule voie d'amélioration. L'autre idée serait de ne pas utiliser d'éléments modérateurs et de conserver les neutrons de haute énergie. La bonne nouvelle, c'est que ces deux technologies ne sont pas incompatibles. On se retrouvera alors dans le prochain épisode de Réacteurs pour prendre le sentier des réacteurs à neutrons rapides.